Voilà. Je vais laisser maintenant la parole à Jean-Louis, qui va se fondre dans le conférencier, son habit de conférencier, et je suis persuadé qu'on va prendre tous beaucoup de plaisir. À tout à l'heure. Qui dit chemin des dames, dit également des mutineries en 1917 qui ont eu lieu dans l'armée française, et bien ça a eu une influence également sur le cours de la guerre, puisque c'est le général Pétain qui a réussi à ramener un petit peu de calme dans l'armée française. Et le général Pétain, c'est pour faire le lien, a prononcé cette parole en 1917, j'attends les Américains et les tanks pour pouvoir déclencher d'autres offensives. Ce qui va le mettre tout de suite en désaccord avec Clémenceau. Arrivons à l'année 1918. En 1918, de nouvelles conditions politiques s'installent chez les Alliés. Donc les conditions politiques changent. Alors en France, c'est l'arrivée de Clémenceau. Vous avez ici Clémenceau qui est sur le front et qui va inculquer une énergie sans pareille aux soldats du politique intérieur, je fais la guerre. Politique extérieure, je fais la guerre. La Russie nous lâche, je fais la guerre. La malheureuse Roumanie capitule, je continue à faire la guerre. Et je continuerai à faire la guerre jusqu'au bout, jusqu'au dernier quart d'heure, car c'est nous qui aurons le dernier quart d'heure. Du côté allemand, vous avez ici le maréchal Hindenburg, qui lui aussi a été rappelé en 14. Il avait à ce moment-là 77 ans. Et puis vous avez son ombre, en quelque sorte, c'est Ludendorff, dont on parlera beaucoup plus. Le Kaiser, en 1918, n'est même plus capable d'arbitrer les conflits qui existent entre civils et militaires. Et peu à peu, le pouvoir en Allemagne revient au grand quartier général, c'est-à-dire à Hindenburg et Ludendorff, et dans l'affaire, Hindenburg c'est la tête, mais Ludendorff c'est vraiment le cerveau. En fait, c'est Ludendorff qui va tout mener, politique intérieure, politique extérieure et opération militaire, il va tout mener de front. En Allemagne, on en est là. Ça commence il va y avoir des mouvements de grève. Il y a pénurie de main-d'œuvre. Pénurie aussi d'hommes sur le front. La classe 1920 est mobilisée au début de 1918. Vous voyez des gamins de 18 ans qui vont s'en aller faire la guerre. La classe 19 a été mobilisée, elle, dès la fin 17. Donc l'Allemagne est en mauvaise posture. Alors voilà, nous du côté allié, c'est l'arrivée des Américains. Il n'y a pas d'armée aux États-Unis, pas d'artillerie, pas d'aviation, pas de marine. Ils vont mobiliser, et ils vont faire un immense effort, sous l'impulsion d'ailleurs de Wilson, pour monter une armée, j'allais presque dire de toutes pièces. Ils ne viennent pas les mains vides quand même. Pour transporter ces boys, ces Samis, on les appelle Samis. Il y a 6 paquebots allemands qui sont ancrés dans les ports américains, on les confisque. Là, ils vont agrandir les ports, en particulier les ports de Brest et de Saint-Nazaire, voire même les Américains vont créer de toutes pièces un port artificiel dans l'estuaire de la Gironde. Il faut également transporter ces Américains vers le front. Alors, les Américains arrivent avec leurs locomotives, arrivent avec leur matériel. Alors, les Européens sont tout à fait stupéfaits de voir débarquer chez eux, bulldozers, scrappers et compagnie. On a créé une ville de toutes pièces pour loger 90 000 soldats. Et on va faire venir
en pièces détachées des scieries des États-Unis. On a d'immenses entrepôts, en particulier avec des compresseurs géants qui vont fournir le froid, et à Bièvre par exemple, les frigorifiques vont pouvoir fournir aux soldats américains 8000 tonnes de viande et 500 tonnes de glace par semaine. Les Français vont être évidemment un petit peu choqués par les achats inconsidérés de ces soldats américains, puisque un soldat américain qui débarque en 18 va avoir une solde équivalente à un officier français. Passons maintenant aux opérations militaires. Voilà, quelles sont les forces en présence donc en 1918? Les opérations militaires, alors j'ai choisi deux dates. Le 25 mars, j'aurais pu mettre le 21 mars, ça aurait été plus logique. C'est le début des coups de boutoir allemands. 25 juillet, ça va être la fin des coups de boutoir allemands. Voilà, alors vous voyez qu'en fait, en 1918, il y a quand même chez les Alliés, au départ tout au moins, il y a un désavantage du point de vue fantassin, du point de vue armée de terre. 184 divisions pour les Alliés, 207 pour les Allemands, du fait qu'on va rapatrier en France, ou sur le front occidental, les divisions qui jusqu'alors étaient mobilisées en Russie. Par contre, du point de vue artillerie, vous voyez, ça s'équilibre à peu près. Du point de vue char, alors le déséquilibre est flagrant. Tout simplement pourquoi? Parce que Ludendorff n'a pas confiance dans les chars, il n'a pas encore compris la force pénétrante de cette arme nouvelle. Pour l'aviation, les Alliés évidemment vont prendre quand même un gros avantage, et de plus en plus ça va être comme ça, surtout à partir du moment où on va avoir formé des pilotes américains. Et quand l'Amérique va se mettre également à fabriquer des avions, évidemment, ça va aller un petit peu plus vite. On ne sait pas trop d'où ça vient, mais Paris est régulièrement bombardé. Un canon gigantesque qui se situe assez loin de Paris, paraît-il qu'il était à 120 km. 367 obus vont arriver sur Paris. Ces obus qui tombent jettent un peu la panique dans Paris. Ludendorff, voyant le succès de sa bataille, envisage là, sérieusement de marcher sur Paris. Si marcher sur Paris, évidemment, Paris étant une voie de communication, la guerre aurait été plus facile à gagner pour les Allemands. Mais alors, en fait, il a une espèce de verrue qui est là, c'est la montagne de Reims, et où est stationné le général Gouraud, dont on parlait tout à l'heure dans la chanson. Et Gouraud va appliquer scrupuleusement les ordres de Foch, à savoir, ils sont au courant par les prisonniers, et puis ils sont au courant aussi de cette offensive par des prisonniers, mais aussi par un monsieur dont on a parlé uniquement depuis l'évocation de la Première Guerre mondiale. C'est un certain Georges Anvin, qui est un mathématicien de génie et qui a réussi à percer le code secret allemand. Si bien que, en fait, le commandement français lit à peu près à livre ouvert les ordres que donne Ludendorff. Alors il va appliquer les ordres de Foch qui consistent, 1, à connaître la date, 2, à dégarnir
au maximum, oui, dégarnir même complètement la première ligne, renforcer la seconde, et en fait, faire reculer son artillerie de façon à ce qu'elle ne soit pas détruite. Les Allemands attaquent, ben ça va tout seul, et oui, mais alors ils vont se faire briser, littéralement briser, par Gouraud sur la montagne de Reims, parce que l'artillerie française reste complètement intacte, et la première ligne a été complètement évacuée. Là, Ludendorff a compris que ça ne marcherait pas, ça ne marcherait pas pour l'armée allemande. Alors ça ici, c'est donc Pershing, le général américain, et Foch. À partir du 27 juillet, à partir du mois de juillet, bah, Foch va mettre en route ce que j'appellerais volontiers un rouleau compresseur franco-américain, anglais, etc. Et ça va être la reconquête de tout ce qui avait été perdu au cours de l'offensive allemande. Et Ludendorff va parler du 8 août comme le jour de deuil de l'armée allemande. Dès le 13 août, Ludendorff a compris que la guerre était perdue et il va demander aux diplomates allemands d'entreprendre des pourparlers de paix, d'armistice, par l'intermédiaire de la Hollande, un pays qui était resté neutre pendant toute la guerre. Et là, Wilson, lui, ne veut négocier que avec des démocraties. Donc c'est pas possible de demander au Kaiser de renoncer à son trône, si bien qu'à un moment donné, sous l'influence des généraux de l'armée, le Kaiser effectivement va abdiquer le 9 novembre 1918. Voilà, alors on va revenir au wagon de Rotonde, parce que l'armistice donc est signé à 5h15 du matin, et donc la fin de la guerre est communiquée, est officielle à 11h. Facile à retenir. La 11e heure du 11e jour du 11e mois. Alors, ce traité de paix, on va entreprendre, toutes les nations alliées vont entreprendre d'en discuter au mois de janvier 1919. Clémenceau va penser faire signer ce traité de paix à Versailles. On n'a pas invité les Allemands. Hein. On va les inviter, les Allemands, simplement pour leur dire, bah, c'est comme ça. Alors ils vont me dire courant mai. Mais on ne les a pas invités avant. On va faire une autre bêtise aussi, c'est qu'on ne va pas inviter les Russes. Voilà. Qui va mener les débats? Ben, on les a vus tout à l'heure, on les appelle les Big Four, les quatre grands. Donc Orlando, Clemenceau, Wilson et Lyojo. Anglais, américain, français, italien. Voilà. On va signer ça le 28 juin 1919. 28 juin 1919, pas une date innocente. L'attentat de Sarajevo, c'est le 28 juin 1914, début de la guerre. Fin de la guerre, 28 juin 1919. Voilà. Qu'est-ce qu'on décide? Ben d'abord, il y a une clause morale. L'Allemagne est déclarée seule responsable de la guerre. Cause aussi matérielle. Bon, c'était l'habitude, depuis Napoléon, on n'a pas fait que des belles choses, hein, mais c'est comme ça. Les pays vaincus devaient donner des indemnités aux vainqueurs.
Voilà, eh ben là, on va leur demander, vous l'avez en bas, 135 milliards or. Une clause aussi idéologique, c'est-à-dire qu'il faut faire un rempart au bolchevisme. Et on va être un peu plus souple pour désarmer l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, il y a un danger du bolchevisme, et là, on va leur permettre quand même de conserver un peu plus d'armes qu'il était prévu lors des négociations de Rotonde. Il y a des clauses aussi politiques, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un changement radical de la carte de l'Europe. Je vais voir la carte de l'Europe. Voilà, alors, voilà la carte de l'Europe avant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'Empire austro-hongrois, l'Empire allemand, alors, la Russie, ça c'était l'Empire russe, et puis pendant qu'on y est, ça, en particulier l'Irlande. On va passer maintenant, ça y est, vous avez photographié un peu. Voilà, passons maintenant à la carte après. Voilà, alors, parlons d'Irlande, ben oui, l'Irlande va devenir, donc, une partie de l'Irlande va devenir indépendante. Le jour de Pâques 1915, les Irlandais se sont révoltés contre l'occupation anglaise. Oui. Bon, la France récupère l'Alsace et la Lorraine. Ah, quand même. Et puis alors, l'Autriche disparaît complètement. Alors, on crée tout un ensemble de petits États, oui. Tchécoslovaquie, Yougoslavie, ce que je sais, moi, l'État de Pologne. Tous les germes des revendications d'Hitler et de la Seconde Guerre mondiale, ben, pratiquement, il y en a un certain nombre ici dans cette carte de l'Europe après le traité de Versailles. On va appliquer aussi on va faire appliquer les principes de Wilson, c'est-à-dire la Société des Nations. En gros, Société des Nations, c'est faire la guerre à la guerre. N'avoir que des armes défensives à charge pour les États de gronder les gens qui ne respecteraient pas cela, mais on n'a pas prévu de mesures très coercitives pour faire appliquer ces grands principes. Est-ce que vous avez des questions à poser? En tout cas, merci à tous nos intervenants, surtout Jean-Louis qui a donné beaucoup de son temps et de ses compétences. Merci encore. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et à bientôt. Bonsoir. C'est bien fini, on en a assez. Personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au civelot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut.